Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La mission de l'ONU reste au Mali jusqu'en juin 2022. Ainsi en a décidé le Conseil de sécurité lors d'une réunion hier à New York. Toutefois, les membres du Conseil ont fait des recommandations sur un éventuel renforcement de la MINUSMA. Aussi, ils ont demandé au gouvernement de transition d'organiser en février une présidentielle libre et équitable, mais également un référendum constitutionnel, des élections législatives, régionales et locales. Pas de changement tout de même au niveau des effectifs de la MINUSMA. Nouveau mandat de la MINUSMA au Mali. Qu'est-ce qui a changé? C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Ibrahim Maïga, analyste des questions de paix et sécurité, Boubacar Bokoum, analyste politique, et Mamoudou Guindo, président du conseil local des jeunes de Bankas. Il sera au téléphone. Je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au grand dialogue. Le grand dialogue. Alors, Ibrahim Maïga, quelle lecture faites-vous de cette reconduction de la mission onusienne au Mali? Ce qu'il faut noter dans cette reconduction, c'est qu'on a 3 priorités qui ont été dégagées par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme étant les priorités sur lesquelles la mission doit travailler d'ici à juin 2022, qui est la fin théorique du mandat de la MINUSMA. Comme vous le savez, c'est une reconduction et renouvellement annuel qui se fait. Et le mandat est évalué à quelques encablures de sa fin pour soit procéder à des ajustements, soit une reconduction. Là, on a un petit ajustement, parce qu'il y a une reconduction du mandat, certes, mais dans la reconduction du mandat, vous avez 3 priorités. La première, c'est l'appui au processus de paix, qui n'est pas une nouvelle priorité. La deuxième priorité énoncée, qui n'est pas non plus une nouvelle priorité, c'est la protection des populations civiles, en appui à l'État, qui a la responsabilité première de cette protection. Donc c'est la stabilisation du centre, on va dire, de façon simple. La troisième et dernière priorité, c'est l'appui à la transition politique. C'est l'élément nouveau, puisque le mandat qui s'est écoulé, qui a été donc renouvelé hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies, est intervenu avant la crise politique au Mali et avant le coup de force du 18 août. Donc cet ajustement était nécessaire, était attendu même. On voit que la MINUSMA clairement essaye de faire ce qu'on lui demande de faire depuis de nombreuses années, c'est-à-dire de mettre l'accent sur ses avantages comparatifs. Aujourd'hui, sa présence sur le terrain fait qu'elle peut apporter un appui à l'État malien dans le cadre de l'organisation matérielle de l'élection, et je pense qu'elle va mettre l'accent là-dessus. Elle a aussi les ressources et les moyens pour accompagner le processus politique, le processus de dialogue politique tout au long de la transition, puisqu'on l'a vu, la transition au Mali a été interrompue il y a un mois de cela, et cela est presque inhérent au processus de transition. Il y a toujours des grabuges, pour parler de façon triviale. Donc, pas surpris par les priorités qui ont été définies, les 2 qui ont été reconduites à la suite de l'ancien mandat, et la dernière priorité qui a été énoncée, qui est celle de l'accompagnement du processus de transition politique. Donc vous n'êtes pas surpris, malgré les événements qui se sont passés très récemment, je veux dire les 2 coups d'État d'août 2020 et de mai 2021. Donc vous vous y attendiez? Oui, on s'attendait un peu. Comme je le disais, le renouvellement, les discussions précédant le renouvellement du mandat de la MINUSMA se font quelques mois, enfin 3 à 4 mois avant le jour J. Et donc, on savait déjà ce qui se préparait en coulisses depuis quelques semaines. On savait que les 2 priorités allaient rester, c'est-à-dire l'appui au processus de paix, parce que la MINUSMA joue un rôle important dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc c'est une priorité majeure pour les Nations Unies et pour les partenaires internationaux du Mali. Donc cela a été clarifié, redit à souhait.
Et le renouvellement ou la reconduction de la MINUSMA était une occasion supplémentaire de le réaffirmer. La deuxième priorité, comme je le disais, c'est la stabilisation. On le voit aujourd'hui, il y a une insécurité. Et surtout, cette insécurité, ce qui la caractérise aujourd'hui, c'est le ciblage des populations civiles. Je crois qu'on assiste tous de façon quasiment impuissante à la multiplication des violations et des actes de violence contre les populations civiles, que ce soit au Mali et au Burkina. Donc il était attendu que la MINUSMA s'engage sur ces deux priorités. Mais bien entendu, il est clair que la priorité numéro 1 pour la MINUSMA, c'est l'accompagnement du processus de paix. Les autres priorités sont des moyens pour contribuer à la première priorité. Boubacar Bokoum, vous non plus pas surpris de ce renouvellement du mandat de la MINUSMA, malgré que certains partenaires comme la France ont menacé un moment, il y a quelques semaines, de plutôt annoncer la fin de l'opération Barkhane. Vous vous y attendiez ? Oui, écoutez, quand on parle de la fin d'une opération, ça ne veut pas dire le départ de ce pays dans le concert des nations. Donc, en fait, l'aide qui a été demandée n'a pas été demandée expressément à la France. C'est au système des Nations Unies dont on parle. Mais on sait que la force Barkhane est d'un apport capital pour la MINUSMA. Mais la force Barkhane est une force intégrée. Elle n'est pas à part. Donc c'est toujours dans le concert des Nations Unies que toutes ces opérations se passent sur notre espace. Donc aujourd'hui, qu'on rectifie l'orientation des Barkhane est une chose, et que de dire que la France ne s'implique pas en est une autre. La raison la plus simple, c'est que la résolution, c'est la France qui est à l'origine de la rédaction de cette résolution. Donc ça ne surprend pas parce que c'est une continuité. Dès lors que la mission n'est pas terminée, il va de soi que le problème du Mali n'est pas un problème isolé, c'est un problème global. L'insécurité aujourd'hui n'est pas une insécurité provoquée par le Mali. En fait, c'est une insécurité générale et globale. Donc si les Nations Unies ne s'impliquent pas, alors les effets collatéraux, c'est tout le monde qui les partage. Donc nous ne sommes pas surpris du tout qu'aujourd'hui, cette mission soit reconduite pour continuer les opérations qui étaient là. Mais ce qu'il faut retenir juste dans cette résolution, c'est que le coup d'État auquel vous avez fait allusion a été condamné et que voilà, des pressions sont faites pour que le calendrier puisse tenir et l'accompagnement du système des Nations Unies reste toujours intact. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur. Ce qui change un peu, c'est qu'on a une nouvelle pression par rapport à l'application de l'accord. Parce que les composants de l'accord constituent un élément, un facteur de stabilisation. Donc le système des Nations Unies aujourd'hui met l'accent sur l'accélération de ce processus et respecter le calendrier qui est dévolu à cette transition. Alors, vous l'avez dit, c'est une résolution qui a été faite par la France, qui a été votée à l'unanimité. Ça veut dire beaucoup de choses d'ailleurs. Est-ce qu'en termes de soutien, quelle lecture vous faites de ce vote à l'unanimité? Écoutez, le fait que la France soit à l'initiative, de toutes les façons, c'est la France qui travaille sur ces résolutions, c'est sa fonction au niveau du Conseil de sécurité. Donc, ce n'est pas un clin d'œil particulier au Mali, en fait, c'est sa posture par rapport au système même des Nations Unies. Donc, je ne pense pas qu'il change grand-chose dans la posture de l'accompagnement. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir une dynamique interne. C'est-à-dire, aujourd'hui, à l'intérieur même du Mali, il faut que nous puissions nous réorganiser et donner des directives à nos partenaires. Il faut qu'on arrête aujourd'hui de dire que ce soit les partenaires qui pilotent. Parce que la difficulté de l'exercice aujourd'hui, c'est que toutes ces forces qui sont là sont extra. Le Mali n'est pas intégré à l'intérieur du dispositif de commandement. Donc nous sommes plus ou moins sur un espace où ce sont ces forces qui ont pignon sur rue en quelque sorte. Donc il faut changer la tendance. Aujourd'hui, il serait souhaitable que le commandement ou l'architecture change de posture pour que le Mali soit effectivement dans le chapeau d'en haut plutôt qu'on soit inféodé à un mécanisme de sécurité. Donc je pense que si on est en haut du dispositif, cela nous permettrait de définir d'abord nos priorités et les autres viennent pour accompagner. Théoriquement, c'est comme ça qu'il s'est édicté, mais dans les faits, il se trouve que nos militaires n'ont pas la capacité, la force nécessaire de monter plus haut que nos partenaires. Alors, nous avons en direct depuis Bankas Mamoudou Guindo. Il est le président du conseil local des jeunes de Bankas, une ville dans laquelle s'est tenue une manifestation hier contre cette mission onusienne dans cette région. Mamoudou Bokoum, bonsoir. Mamoudou Guindo plutôt. Bonsoir. Alors vous qui êtes au centre du pays, comment vous avez accueilli cette annonce du renouvellement du mandat de la MINUSMA?
Bon, on a appris ça vraiment de façon inattendue. Du moment où vraiment le mandat de l'aménagement vraiment ne répond pas aux besoins sécuritaires de la population du centre, notamment les pays d'Oran. Il y a fort longtemps, vraiment, nous avons demandé jusqu'à ce qu'ils puissent revoir leur mandat et réviser, sinon changer les mandats. Donc maintenant, nous avons appris à plusieurs occasions que les soldats onisiens ont fait savoir à toutes les occasions qu'ils n'ont pas mandat de lutter contre les agresseurs des populations civiles, dont ils ont la charge de protéger. Donc, on ne peut pas protéger les civils sans lutter contre les agresseurs de ces civils. Ce n'est pas possible. Donc maintenant, dès lors que vraiment nous avons eu convaincu que vraiment ceux-ci ne sont pas là nullement vraiment pour lutter contre les terroristes, c'est la raison pour laquelle nous, la population du centre, à travers sa jeunesse, donc maintenant nous avons fait beaucoup de rencontres, nous avons fait beaucoup de concertations autour vraiment de cette problématique. Mais que ça, vraiment, on a fait des actions qui peuvent vraiment aboutir vraiment à la modification de ces mandats. Donc, la raison pour laquelle les 29 passés hier, nous avons décidé vraiment de bloquer la route RN15 à la mission de l'aménagement pour traverser la ville de Bankas pour faire une rencontre à Koro, disons. Justement, vous dites que vous avez organisé une manifestation hier, vous avez bloqué le passage au contingent de l'aménagement. Vous reprochez à l'aménagement son inaction donc dans le cadre de la sécurisation des populations. Justement, c'est dans ce cadre parce que tout le monde est au courant que vraiment du côté de Koro, précisément à Dinangourou, la population de Dinangourou est sous l'embargo depuis le 2 du mois passé. Donc maintenant, il n'y a pas eu d'assistance et personne n'en parle ni à la télé, sur les réseaux sociaux, les autorités sont restées comme ça. Donc nous aussi, on ne peut pas être vraiment complices de ce silence. Raison pour laquelle on a toujours estimé que vraiment l'aménagement est là pour protéger vraiment la population et de leurs biens. Donc maintenant, du moment où vraiment il ne peut pas lutter contre ces ennemis de la paix qui empêchent vraiment à cette population de vivre aisément, aisément dans différentes localités. Donc maintenant, nous avons estimé que vraiment ils n'ont pas l'utilité de rester dans notre territoire. Donc, sauf s'ils peuvent vraiment revoir leur mandat, il faut qu'on leur donne la légitimité de combattre vraiment ces terroristes, autrement dit les djihadistes. Donc maintenant, en ce moment, la population peut accueillir vraiment à bras ouverts vraiment l'aménagement et les accompagner en termes d'information, en termes d'accompagnement qui sont vraiment au niveau de l'allemand. D'accord, c'est compris. Nous allons revenir vers vous tout de suite. Vous souhaitez qu'on revoie le mandat de l'aménagement dans le but de pouvoir mieux sécuriser les populations. Ibrahim Maïga, vous comprenez la colère de ces populations du centre? Ah oui, je pense que les frustrations exprimées par notre co-débatteur qui est à Bankas sont totalement légitimes. On les comprend au regard de la situation d'insécurité dans laquelle ils vivent, dans laquelle les populations vivent dans le cercle de Bankas, mais plus largement dans les régions dites du centre, que ce soit à Ségou ou à Mopti. Donc on comprend cette colère presque contre l'inaction, ou en tout cas ce qui peut être perçu comme étant une inaction de la part de l'aménagement. Mais en réalité, ce n'est pas nouveau. Ce malentendu entre les populations d'un côté et l'aménagement de l'autre, il ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, déjà en 2012, les autorités de l'époque, les autorités maliennes, les autorités de transition, étaient assez réticentes à l'idée de mettre en place une mission de maintien de la paix. Parce que justement, on connaît les limites objectives d'une mission de maintien de la paix. Une mission de maintien de la paix, ce n'est pas une mission antiterroriste, pas une mission de lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il faut faire la différence entre les deux. Les autorités ont souhaité un autre mode d'intervention,
malheureusement, les Nations Unies sont restées fermées, donc les pays membres des Nations Unies sont restés fermés à cette possibilité et ont plutôt poussé en direction ou en tout cas pour la mise en place d'une mission de maintien de la paix. C'est la première résolution, la résolution 2085. C'est pareil pour ceux qui disent qu'il faut placer le mandat de la MINUSMA sous le chapitre 7. Le mandat de la MINUSMA est déjà placé sous le chapitre 7. C'est-à-dire la MINUSMA agit sur la base du chapitre 7. Ce n'est pas le chapitre 7 qui va conférer un mandat antiterroriste à la MINUSMA. La MINUSMA, les missions de maintien de la paix, le maintien de la paix, c'est une chose. C'est que dans le mode de fonctionnement d'une mission de maintien de la paix, on ne peut pas imaginer faire la lutte à des groupes armés terroristes. C'est inconcevable dans la doctrine du maintien de la paix. Alors, c'est inconcevable. Est-ce que la présence de la MINUSMA se justifie aujourd'hui avec ces différents mandats qu'on est en train de lui attribuer? C'est une excellente question. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que malgré les appels à rehausser le niveau ou en tout cas le nombre de personnel de la MINUSMA, certains pays, certains membres du Conseil de sécurité sont restés fermés à cette éventualité. Parce que justement, est-ce qu'une évolution du mandat de la MINUSMA se résume à une augmentation des effectifs ou à changer totalement les missions et les priorités de la MINUSMA? On peut, par exemple, penser que une évolution positive de la MINUSMA serait de revoir le format de la MINUSMA. On peut aller vers un format plus léger, avec des missions plus précises d'accompagnement du processus politique, d'accompagnement du processus de paix, mais que la MINUSMA sort complètement et totalement du dispositif de sécurisation. Parce que visiblement, aujourd'hui, la MINUSMA n'a pas les ressources nécessaires et n'a pas, en fait, parce qu'il y a aussi des règles d'engagement. C'est ce que les gens ne comprennent pas souvent. Parce qu'il y a une différence entre, on peut donner un mandat aussi robuste soit-il à la MINUSMA, mais engager le combat avec un groupe armé terroriste, ou en tout cas pourchasser un groupe armé terroriste, ça c'est encore hors de portée de ces acteurs-là. Et les pays contributeurs de la MINUSMA ne sont pas prêts à s'engager sur cette voie. Donc je pense que si on veut aller vers une évolution positive de la MINUSMA, il faut peut-être revoir le format et redimensionner la MINUSMA à des missions qu'elle est capable de réaliser et que les populations comprennent. Moi, je dis toujours aux gens que quand on me dit que le mandat de la MINUSMA n'est pas compris, alors le mandat de la MINUSMA, il est parfois compris, il n'est pas accepté. C'est ça la réalité. Parce qu'on peut comprendre une chose et ne pas l'accepter. Parce qu'on estime qu'il ne répond pas, le mandat de la MINUSMA ne répond pas. C'est ce que notre auditeur vient de nous dire. Il dit que ça ne correspond pas à la situation, à la réalité de la situation sur le terrain. Il ne peut pas comprendre qu'on ait un contingent de la MINUSMA à quelques kilomètres de là où se passe une attaque et que la MINUSMA soit incapable de poursuivre, par exemple, les assaillants, ceux qui ont mené cette attaque. Je crois aussi que la mission de maintien de la paix, et ça c'est clairement exprimé dans le mandat de la MINUSMA, dans les résolutions qui consacrent les différents mandats de la MINUSMA. La MINUSMA vient en appui à l'État malien, c'est-à-dire la responsabilité première de la protection des populations civiles. Ça aussi, il faut que les gens le comprennent. La responsabilité première de la protection des populations civiles incombe à l'État malien. Et donc, s'il y a défaillance à ce niveau, la défense première revient donc, et la responsabilité première revient donc à l'État d'abord, et ensuite à la mission de maintien de la paix qui est là pour l'appuyer. Boubacar Bokoum, Maïga disait à l'instant que le mandat de la MINUSMA est compris, mais lui pense que le mandat n'est pas plutôt accepté. Est-ce que cela n'est pas dû à un déficit de communication en amont pour bien expliquer le mandat, la raison de la venue de la MINUSMA? Non, pas exactement, parce que l'explication ne suffit pas à résoudre le problème qui est réel, qui est l'insécurité. Aujourd'hui, les gens, ils attendent des réponses claires par rapport... Mais si les populations savent que la MINUSMA ne vient pas pour combattre les non, les même djihadistes, si vous les leur terroristes, dites, c'est inadmissible que vous ayez des hommes en armes avec tout l'équipement et la logistique et leur dire que non, ils ne sont pas là pour faire le combat. Ça, je pense que ça a été suffisamment dit. Les missions sont connues. Ce n'est pas là le problème. Comme M. Maïga l'a dit tantôt, c'est le résultat que les gens attendent. Maintenant, qu'on ne puisse pas comprendre comment est-ce que l'État s'engage. Parce qu'en réalité, même depuis le départ de cette mission, parce qu'en réalité, une mission de stabilisation, ça stabilise quoi? Ça s'interpose entre qui et qui? De façon classique, les Nations Unies s'interposent dans un conflit. Alors, si vous amenez une structure avec autant d'hommes dans une période où
on a de l'insécurité à tous les niveaux. L'attente des populations, vu que notre armée n'a pas été capable de contenir cette insécurité, c'est de se mettre en tête que nos partenaires viennent pour stabiliser cette situation, pour nous aider à combattre l'ennemi. Et si cela n'est pas fait, c'est incompréhensible. Donc, ce n'est pas seulement le verbe. Maintenant, il s'agit pour l'État de prendre toutes ses responsabilités, comme M. Maïga l'a dit. La responsabilité de la sécurisation des personnes et des biens dépend d'abord de l'État. Maintenant, il faut dire qu'il faut créer ou réinventer un autre mécanisme, peut-être de force spéciale, engagé pour le combat, quitte à dire à nos partenaires de venir dans cette nouvelle structure pour réellement livrer le combat. Mais sous ce chapitre 7, le chapitre 7 et le chapitre 9, ça pose problème parce que s'il s'agit de stabiliser, leur mission s'arrête à juste cette forme dans laquelle ils sont aujourd'hui, qui, de notre point de vue, n'est pas efficace par rapport à la façon de vouloir contenir le terrorisme. Et justement, vous parlez de stabilisation. Est-ce que quelque part le problème ne réside pas dans la compréhension de cette expression stabilisation? Oui, je suis d'accord, c'est un problème de sémantique. Stabiliser quoi en fait? Le problème, toute la problématique est là. Nous sommes en situation d'insécurité, il faut nous en sortir. C'est ce que nous appelons stabilisation. Maintenant, dans le concept des Nations Unies, à l'époque, quand la MINUSMA venait, c'était dans un contexte autre. Maintenant, la mission a changé légèrement, mais en maintenant les principes directeurs du système des Nations Unies. Dans aucun des systèmes des Nations Unies, comme l'a dit M. Maïga tantôt, ils ne livrent pas la guerre directement. Donc si c'est la guerre que nous voulons faire, maintenant c'est à nous en tant que Mali de dire comment nous allons mener cette guerre, quel est le modèle de coopération militaire que nous voulons pour mener cette guerre. Je vous donne juste un exemple. Vous prenez le système de l'OTAN, mais ce n'est pas un État qui livre la guerre. Aujourd'hui, si le Mali est capable de réunir les Nations Unies pour leur dire que voilà un modèle que nous voulons, par exemple, on a appelé à l'échantillonnage le G5 Sahel, qui s'est avéré être un échec parce que le Sahel, ce n'est pas que 5 États, c'est au moins 13 États. Donc si on regardait la chose dans un autre angle, pour dire nous créons une entreprise militaire de grande envergure qui est spécialisée dans la lutte contre le terrorisme. Maintenant, quel peut être l'apport des différents partenaires dans ce combat que nous allons mener avec les terroristes? Que ce soit en armes, que ce soit en hommes, qu'est-ce que vous pouvez nous donner pour nous permettre réellement d'aller au combat? Mais sous cette forme, techniquement, ce n'est pas possible. Donc c'est à l'État de repositionner, de reconsidérer sa position pour dire exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Maintenant, les partenaires qui veulent s'embarquer avec le Mali dans cette aventure, mais on va y aller. Nous allons retourner vers notre invité depuis Bankas, Mamoudou Guendo. Mamoudou Guendo, pourquoi vous en voulez tant à la MINUSMA alors qu'elle n'est pas la seule force présente sur le terrain dans le centre? Oui, justement, ici, chez nous, on n'a pas Barkhane. C'est-à-dire ceux qui sont présents ici dans les centres, notamment dans les pays d'Ogon, ça c'est la MINUSMA. Mais vous avez l'armée malienne, les forces armées maliennes. Justement, on a l'armée malienne. Oui, est-ce qu'elles jouent leur rôle convenablement? Bon, là, à ce niveau aussi, il y a des difficultés parce que Bankas, Koro, Banyagara, la plupart des communes sont vraiment... presque l'État est absent. L'État est absent presque. Ni l'armée malienne, ni l'administration n'est vraiment dans beaucoup de communes. Donc maintenant, en ce qui concerne vraiment la MINUSMA, nous pensons que vraiment aujourd'hui, la MINUSMA a beaucoup de moyens par rapport à l'armée malienne au niveau vraiment des communes, sinon au niveau des cercles. Parce qu'ils ont des moyens logistiques, ils ont des ressources humaines. Donc nous pensons que vraiment réellement s'ils avaient un mandat vraiment antiterroriste, vraiment ça allait apporter fruit. Donc maintenant, du moment où, et selon l'intervention de certaines autorités de la MINUSMA, et ils ont mandat de stabilisation, ils ont mandat de protection des populations civiles. Donc ils n'ont pas mandat d'antiterroriste. Donc maintenant, c'est là-bas où le problème se pose. Donc maintenant, si réellement, s'ils n'ont pas mandat de combattre vraiment les djihadistes ou les terroristes, nous pensons que vraiment notre problème majeur, ça c'est les terroristes, les djihadistes. Parce que chaque fois que Dieu fait, c'est des morts d'hommes qu'on compte.
nos localités. D'accord. Il y a des attaques vraiment des villages, il y a c'est-à-dire, ils emportent bien souvent nos biens. Ils incendient vraiment les greniers, c'est-à-dire ils font toutes sortes de dégâts. Souvent, ils font de telle sorte que vraiment la population n'ait pas vraiment accès, c'est-à-dire à des besoins c'est-à-dire naturels. Donc maintenant, on ne peut pas voyager d'un village à un village, vraiment tout est paralysé presque. Oui, donc ça c'est compris, c'est clair que le centre est devenu depuis quelque temps l'épicentre de l'insécurité, des violences au Mali. Nous allons maintenant au nord du pays où nous avons réalisé un micro-trottoir. Nous avons entendu notre correspondant Ali Maïga a tendu son micro à quelques habitants de la ville de Gao qui donnent leurs appréciations par rapport au travail qu'effectue la MINUSMA dans la région de Gao. Ils ont beaucoup fait, ils sont là pour la stabilité du Mali et ils ont accompagné le Mali, ils continuent encore à accompagner le Mali. Très franchement parlé, je suis vraiment satisfait. Même si leur mission n'est pas une mission d'intervention, mais plutôt une mission d'interposition, cette interposition fait que leur présence amène une certaine peur chez les malfaiteurs, surtout à travers ce qu'on appelle les patrouilles. La crise à maintenant, on ne sent rien. Nulle part on n'a jamais vu la MINUSMA dans des combats ou bien intervenir. Nulle part, mais seulement, je te dis ça au début, dans le financement des projets. Les Maliens n'ont pas besoin de ça. Tous ces financements, il faut d'abord la sécurité. C'est en ce temps qu'on va parler de toutes ces choses. Donc il faut vraiment qu'on change de mandat. Sinon, pour le moment, la MINUSMA n'est pas appréciable. Alors, c'est un bilan mitigé quand on écoute ces populations de la ville de Gao au regard de ce que fait la MINUSMA dans le pays. C'est la huitième fois que le mandat de la MINUSMA est renouvelé. 7e fois plutôt. Depuis 2013. Alors, après cette année, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la MINUSMA puisse répondre aux attentes des populations? On voit déjà à travers le micro-trottoir que vous avez effectué, mais aussi à travers les commentaires, les observations et l'appréciation de M. Guido de Bancas, qu'il y a un spectre assez large finalement d'appréciation, d'intervention et de point de vue sur le mandat de la MINUSMA et sur l'efficacité de la MINUSMA. On a entendu les deux premiers intervenants de votre micro-trottoir apporter une appréciation positive sur le rôle et le mandat de la MINUSMA. Parce que le mandat de la MINUSMA, il faut le dire, ça porte, comme je l'ai rappelé en début d'émission, sur, bien entendu, la poursuite, ou en tout cas l'appui à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais dans ces régions-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la MINUSMA est aussi aujourd'hui un acteur, je ne dirais pas du développement, mais un acteur qui est là au moins pour des petits projets, des micro-projets de développement et qui soulage une partie de la population. Donc on peut trouver une utilité dans la MINUSMA. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'ai conduit une étude il y a quelques années et un de mes interlocuteurs me disait justement la chose suivante. Il me dit, nous pensons que la MINUSMA est nécessaire, mais elle n'est pas utile. Je lui demandais, mais c'était quoi la différence entre ces deux notions pour lui? Et je crois que c'est ce qui colle à ce que je viens de dire. Ça colle assez bien à ce que votre intervenant aussi a dit. C'est-à-dire que c'est une mission, finalement, elle n'est pas utile en ce sens qu'elle ne permet pas de circonscrire l'insécurité, ou en tout cas de juguler l'insécurité, et même de rendre la sécurité, enfin de ramener la sécurité, mais à tout le moins, elle permet une forme de stabilité économique et sociale à travers le financement d'un certain nombre de projets. Donc cette différence de perception, elle est importante, elle est souvent régionale, c'est-à-dire en fonction de là où vous vous situez. Dans certaines régions, le rôle est plutôt appréciable de la MINUSMA, et dans d'autres, elle est vouée aux gémonies. On le voit à Bancas où il y a des barricades pour l'empêcher d'accéder au passage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tirer les leçons de ces 8 années de présence au Mali. Et comme je le disais, mais ce qui est dommage aujourd'hui, en réalité, c'est que ce qui complexifie la situation, c'est que ces 8 années, malheureusement, n'ont pas permis
une réelle montée en puissance de l'État malien. Et quand je dis l'État malien, c'est l'État malien au sens large du terme. Ce n'est pas que les forces de défense et de sécurité, mais c'est aussi la capacité à délivrer les services sociaux de base, la capacité à revenir, à faire un retour positif aussi dans ces localités-là. C'est cette capacité qui n'a pas été construite en 8 années. Et les responsabilités sont avant tout maliennes. Justement, qu'est-ce qu'une mission comme la MINUSMA peut faire dans un pays confronté à une instabilité, entre guillemets, chronique? Mais je pense qu'il faut, de mon point de vue, il faut penser valeur ajoutée. Il faut penser valeur ajoutée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas du tout sûr, ni convaincu, encore moins convaincu, qu'en rajoutant plus d'hommes, plus de personnel à la MINUSMA, qu'on viendrait à bout de l'insécurité. Je ne pense pas que les choses fonctionnent de cette manière. Ce n'est pas un problème uniquement de personnel. Je crois que la MINUSMA, aujourd'hui, peut se rendre utile si elle axe son intervention sur un certain nombre de piliers. Moi, je serais même favorable, après cette période transitoire, qu'on reconsidère le volume de la MINUSMA, qu'on la redimensionne pour coller davantage à la réalité, aux besoins en fait, de l'État malien. Aujourd'hui, il faut une montée en puissance de l'État malien, concomitamment un retrait et un allègement du dispositif de la MINUSMA, parce que visiblement, elle n'est pas acceptée dans certaines localités, son mandat n'est pas compris dans d'autres localités, et son rôle est très limité dans d'autres localités. Donc je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est comment, au bout de ce mandat, disons d'ici à juin 2022, comment renforcer et comment faire monter en puissance l'État malien pour qu'un certain nombre de prérogatives et un certain nombre de domaines lui reviennent et que la MINUSMA revienne justement dans son rôle d'accompagnement et d'appui, et donc plus de substitution. Parce que dans certains cas, effectivement, la MINUSMA se substitue presque à l'État malien. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté manifeste de la part de la MINUSMA de se substituer à l'État malien. Je crois que c'est aussi le résultat d'une faiblesse chronique de l'État malien, de son incapacité à revenir dans ces territoires-là. Je crois que c'est extrêmement important. Et donc, il faut voir comment on peut penser valeur ajoutée, c'est-à-dire que la MINUSMA, on lui confie des responsabilités que d'autres ne font pas. Moi, je pense que si on veut une force antiterroriste, la force conjointe du G5 Sahel est là. Elle attend des financements. Mais qu'est-ce que les États collectivement font, individuellement font? Il faut aussi voir de ce côté-là. Barkhane, oui, Barkhane a annoncé, le président Macron a annoncé la fin de l'opération Barkhane, mais c'est surtout un redéploiement ou en tout cas une révision de son dispositif. Comment on peut intégrer en tout cas le nouveau format de Barkhane dans le processus et dans le dispositif plus large qu'on veut pour le Mali au cours de la prochaine année? Je pense que c'est ces questions-là qu'il faut se poser et auxquelles il faut trouver des réponses si on veut, d'ici la fin de ce mandat de la MINUSMA, revoir un autre visage de la MINUSMA. Boubacar Bokoum, parmi les missions assignées à la MINUSMA figure la sécurisation des populations. Est-ce que, au regard de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que la MINUSMA n'a pas tendance à mettre plutôt l'accent sur les actions civiles plus que les actions sécuritaires? Oui, parce que la notion de sécurité, elle est très vague, hein, et c'est ça la complexité de la chose. D'abord, la sécurité alimentaire, c'est un élément. La sécurité par rapport au projet dont parlait M. Maïga tout à l'heure, par rapport à la zone des Gao, où les gens apprécient à juste titre d'air, parce que l'État étant absent, et une situation où les belligérants ne sont plus en conflit, donc effectivement, ces petites actions peuvent donner des résultats. Mais quand on parle de sécurisation des populations, je pense qu'il s'agit bien de la protection des populations. Oui, mais quand vous parlez de protection, vous parlez de quel genre de protection? Protection contre les protections physiques, justement, contre les violences. Voilà, donc quand ils sont là dans une zone, il n'y a pas d'attaque directe sur les personnes. Mais une fois que l'attaque est faite, qui doit apporter la riposte? Est-ce que c'est la MINUSMA ou est-ce que c'est l'armée malienne? Toute la difficulté est là. Et quand il y a une attaque, comment s'organise la riposte? Donc, quand vous regardez, la MINUSMA n'est pas carrément sur le terrain de combat. Ils sont généralement dans les villes. Bon,
les sécuriser, ça veut dire quoi? C'est avoir une police administrative, c'est avoir le b.a.-ba de la sécurité, entre guillemets. Mais le combat, ça c'est autre chose. Est-ce que les zones qui sont attaquées par les djihadistes, est-ce que la MINUSMA existe sur ces zones? Quand vous prenez Ogosago, vous prenez d'autres zones, est-ce que la MINUSMA est là pour sécuriser cette ville? Donc la MINUSMA ne peut pas se substituer à une armée de guerre. C'est différent. Donc la notion de sécurité, elle est relative. Mais la sécurisation nationale dépend fondamentalement de l'État du Mali et de notre armée. Maintenant, c'est qu'il y a lieu de faire. Il faut structurer notre armée de telle façon à ce que le maillage soit bien fait. Et que la collaboration avec... il a parlé de G5 Sahel. C'est là où je trouve que nos partenaires, franchement, ne sont pas sérieux avec nous. Vous prenez G5 Sahel où on sait que nos capacités financières sont limitées, quel que soit ce qu'on peut dire de nos chefs d'État. Les chefs d'État qui ont géré pendant un certain nombre de périodes, qui sont dans la mauvaise gouvernance, sont cautionnés encore par eux. Donc, il y a une difficulté au niveau d'asseoir une bonne gouvernance par rapport à nos pays, due à la duplicité et à la complexité de la situation de la gouvernance. Donc, si nous ramenons la chose à l'État actuel des choses, ça veut dire que si nous devrions mettre en place un mécanisme qui permette de faire la guerre, il ne s'agira pas de 5 pays parce que au départ, je me rappelle, quand la crise avait commencé au nord, on a dit non, ça concerne juste les Touaregs. Et quand on a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que c'est plus complexe que ça, on ne nous a pas écoutés et finalement on est venu au centre et Bamako est encerclé aujourd'hui. Donc si le Burkina qui avait passé par le passé qu'il n'était pas impliqué dans cette situation, aujourd'hui on voit quels sont les résultats. Alors le reste de l'Afrique doit comprendre que le problème il n'est pas malien, il n'est pas un problème du Sahel en tant que tel. Cette crise elle est globale. Donc il faut que de façon globale, qu'on trouve une solution globale et que nos partenaires s'impliquent de façon sérieuse à trouver des solutions pour résoudre ce problème du djihadisme. Parce que, en fait, quand vous analysez le fond du problème du djihadisme, mais ce n'est pas le Mali qui a créé le djihadisme. On a été envahi par une situation qui a été créée quelque part par la déstabilisation de la Libye. Alors, qui a déstabilisé la Libye? C'est encore les pays de l'OTAN. Donc aujourd'hui, la facture, ils doivent être capables de prendre en charge la sécurité du Sahel pour rétablir un nouvel ordre mondial. Maintenant, s'ils ne s'impliquent pas, comment on peut penser qu'un État comme le Mali peut aujourd'hui, que ce soit en termes d'équipement militaire, en termes de renforcement des capacités, mais techniquement, ce n'est pas possible de venir à bout en même 10 ans s'il s'agit que nous cherchons d'abord les moyens financiers pour faire face au niveau d'équipement. La loi de programmation militaire ne nous permet pas d'avoir des hommes suffisamment formés pour faire face au djihadisme, vu l'espace que nous devrons couvrir, et techniquement, ce n'est pas possible. Donc, il faut une mutualisation des forces. Et cette mutualisation ne doit pas être laissée seulement pour les Africains. Qu'on dise G5 Sahel, je veux bien. Mais à un moment donné, il faut que l'Occident aussi se rende compte qu'au lieu de créer des infrastructures assez balèzes comme la MINUSMA et Barkhane qui coûtent extrêmement cher, il faut qu'on puisse intégrer les forces africaines. C'est ça, la dynamique. D'accord. Vous voulez réagir? Oui, justement par rapport à la protection des populations civiles. Je pense que ce qu'on peut regretter, quelque part, c'est que depuis quelques années, depuis plusieurs années maintenant, dans le mandat de la MINUSMA, systématiquement, on parle de la protection des populations civiles comme étant une priorité stratégique de la MINUSMA. Malheureusement, on ne le voit pas dans les priorités stratégiques du gouvernement malien. C'est-à-dire qu'on a tendance souvent à parler de la lutte contre le terrorisme, mais la lutte contre le terrorisme n'équivaut pas automatiquement à la protection des populations civiles. Je vous explique de façon très simple. Souvent, les gens qui sont sur le terrain vous disent, mais nous, on ne se mêle pas de tous les conflits, on ne s'engage pas pour des questions de terre, pour des questions de foncier, pour des questions de bétail. On ne s'engage que s'il y a un groupe terroristes impliqués dans la situation. Or, cette situation, elle conduit à quoi? Elle conduit à négliger en fait tout ce qui conduit finalement, ou tout ce qui aboutit aux violations répétées et graves des droits humains. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait un revirement stratégique, ou en tout cas qu'il y ait un accent mis sur la question de la protection des populations civiles. La protection des populations civiles, ça veut dire qu'on n'est pas omnibulé par le nombre de combattants qu'on neutralise, on n'est pas omnibulé par le nombre d'attaques contre les groupes armés terroristes, mais on est soucieux du nombre de villages qu'on a protégés, du nombre d'habitants qu'on a secourus, du nombre de communes qu'on a défendues. Et je crois que c'est une approche
approche centrée sur la protection des populations civiles qui doit être au cœur de l'engagement malien au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Ok, nous allons retourner vers notre invité depuis Bankas, Mamoudou Guindo, puisque le rôle de la MINUSMA n'est pas de combattre les djihadistes, alors qu'on sait que dans le centre du pays, c'est surtout le grand problème, la lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez que la MINUSMA peut faire aujourd'hui pour les populations, pour la protection des populations? Bon, c'est-à-dire ce que nous estimons, c'est-à-dire il va falloir que vraiment qu'on donne mandat à la MINUSMA de lutter contre les terroristes, parce que le problème du centre, c'est les attaques terroristes et des djihadistes. Mieux que ça, il faut reconnaître que la responsabilité, elle est partagée. Ce n'est pas seulement la MINUSMA, il y a aussi nos femmes. Il faut reconnaître que vraiment, dans les cercles de Bankas, Koro, Banegara, maintenant, les femmes ne sont pas vraiment dans beaucoup de communes. Parce que quand vous prenez Bankas, les femmes, ils sont au chef-lieu du cercle. Donc maintenant, souvent en cas d'attaque, les autorités alertent, ils informent. Donc souvent, les femmes ne seront pas sur le lieu. C'est après vraiment les dégâts qu'ils ils vont aller faire seulement le constat. Donc c'est là que le pire a été fait. Donc maintenant, aujourd'hui, il faut que l'État malien prenne sa responsabilité. Parce que les premiers concernés, sinon les premiers qui ont vraiment la charge de protéger les personnes et leurs biens, ça c'est les militaires maliens. Donc maintenant, la MINUSMA peut venir en appui. Donc maintenant, aujourd'hui, ce que nous demandons à l'État, il faut vraiment qu'il sécurise vraiment nos zones, parce que les communes qui font frontière avec le Burkina, du côté de Bankas et Koro, est délaissée par l'État. Nous, on se sent vraiment délaissés, abandonnés par l'État. Donc maintenant, la situation sécuritaire qui prévaut aujourd'hui nos localités n'est pas cassée d'une source. Mais mieux que ça, par rapport à la route RR15, tout ce qui se passe journalièrement, vraiment, je pense que tout le monde a l'information. Mais l'État malien n'a pas pris une décision, n'a pas pris l'engagement vraiment de sécuriser cette route qui relie Bankas, Koro à Sévaré. Donc maintenant, ça, ce qui est fait, c'est les attaques. On enlève vraiment des personnes, on enlève vraiment des forains et puis les particuliers qui pratique vraiment sur ce tronçon. Ça, c'est bien compris. Guindo, ça, c'est bien compris. Mamoudou Bokoum, nous acheminons vers la fin de ce débat. Rapidement, qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut revoir les mandats qu'on attribue à la MINUSMA? Qu'est-ce qui peut être fait au niveau du Conseil de sécurité pour que les populations puissent avoir satisfaction en termes de sécurité du travail que fait la MINUSMA? Non, je pense que ce n'est pas la MINUSMA qu'il faut réformer, parce que ça, c'est un système des Nations Unies avec des missions classiques. Il s'agit maintenant de réformer à l'intérieur notre vision et notre modèle de sécurisation. Donc, un concept de défense stratégique de notre nation doit être défini par les hautes autorités et leur permettre d'avoir le partenariat nécessaire pour aller à l'exercice de la sécurisation et d'engager la guerre. En un mot, Ibrahim Maïga, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Beaucoup est politologue, donc il emploie souvent des expressions qui nous échappent. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut que l'État malien construise une capacité nationale. Il faut que nous renforcions nos capacités nationales. Je pense qu'on a beau attendre de la MINUSMA qu'elle fasse ce qu'elle n'est pas en mesure de faire. On perdra du temps, de l'énergie et malheureusement des victimes dans notre pays. Je crois que tôt ou tard, la MINUSMA fera sa mue et il faut s'y préparer. On le voit, Barkhane est en train de faire sa mue, la MINUSMA fera sa mue bientôt. Il faut que l'État malien se prépare à cela. Et cela passe par un renforcement, une construction de la capacité nationale. Et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui avait pour thème nouveau mandat de la MINUSMA. Qu'est-ce qui a changé? Nous recevions sur ce plateau Ibrahim Maïga, il est analyste des questions de paix et sécurité, et Boubacar Bokoum, analyste politique. Et nous avions au téléphone depuis Bankas Mamoudou Guindo, il est le président du conseil local des jeunes de Bankas. C'était à la présentation de ce grand dialogue Seko Gadjigo. La mise en onde était assurée par Salim Diouara, à la régie vidéo Gagny Kanté. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre numéro de grand dialogue.
Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.